Bonsoir mes oiseaux de nuit, merci d'être à l'écoute de ce 10e numéro de l'œil de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier numéro de rentrée, après une longue pause estivale. Comme la saison passée, notre invité vous ouvre les portes de son monde intime. Vous découvrirez ce qui l'inspire, comment elle travaille et ce qui l'a poussée à se lancer dans la création, l'innovation ou l'entrepreneuriat. Ce soir, à mon micro, je reçois Sophie Pointurier, autrice montreuilloise, qui fait paraître ces jours-ci son 4e livre, Notre part féroce. Tu étais d'ailleurs en rencontre dédicace vendredi à la librairie Folie d'encre à Croix-de-Chavaux. C'est ça. Bonsoir. Salut Sophie. Salut. On va commencer par quelques mots pour te présenter, si tu veux bien. Tu es enseignante-chercheuse et directrice de la section interprétation en langue des signes à l'École supérieure d'interprètes et de traducteurs de l'Université Sorbonne Nouvelle. C'est ça. Ok. Tu as publié un premier roman en janvier 2022 qui s'appelle La femme périphérique, qui s'intéresse au statut souvent mineur et minoré de la femme dans le monde de l'art contemporain et notamment de la femme derrière l'artiste. En l'occurrence, ici, la femme d'un artiste peintre emblématique de l'Allemagne de l'Est des années 90. Ton deuxième roman apparu à la rentrée littéraire 2023, Femme portant un fusil, et raconte le parcours de 4 femmes en quête de liberté à travers le récit d'une utopie séparatiste doublée d'une réflexion sur le féminisme radical et la violence des femmes. Tu as coécrit avec Sarah Jean-Jacques l'essai Le déni lesbien, celle que la société met à la marge, une enquête en 20 témoignages sur l'invisibilisation des femmes qui aiment les femmes dans l'espace public. Tous ces livres sont parus chez HarperCollins. Enfin, et c'est aussi la raison de ta présence ici, tu viens de faire paraître chez Phébus Notre part féroce, donc un roman qui mêle mythologie et histoire familiale sur le mystère des origines et plus précisément de la relation mère-fille, très mystérieuse, jusqu'à remonter à la figure séculaire et légendaire du loup-garou et de celle qui peuple les cauchemars de tous les conducteurs solitaires ou non, la Dame Blanche, dont je fais partie. Dans ce livre, il est beaucoup question de la nuit, du rapport à la nuit, au sommeil et au rêve. Et du loup, cet animal qui porte en lui le secret de la nuit, comme tu l'écris. Sujet parfait qui fait écho au thème de cette émission, la nuit et ses mystères. Tu écris d'ailleurs en prologue, ce qui se passe la nuit n'est jamais entièrement vrai. Et ce qui se passe le jour non plus. C'est parti pour la suite de l'interview. Sophie, je commence toujours l'interview par demander à mon invitée comment elle crée, comment elle travaille. En gros, c'est quoi ta routine d'écriture ? Est-ce qu'il te faut des conditions pour créer ? Il me faut mon ordinateur et une pièce silencieuse. Pas de musique, rien ? Non, rien, absolument rien. Il me faut du silence. Il peut y avoir des gens dans mon appartement, puis il y a souvent des gens, j'ai des enfants, donc il y a des gens qui passent, mais il me faut un endroit retiré, avec rien d'autre que moi, un ordinateur. Je peux écrire sur un lit, je peux écrire sur une table, je peux écrire sur un bout de canapé, je peux écrire par terre. Je n'ai aucun problème. T'as pas de lumbago ? Non, non, ouais, un peu. C'est peut-être pour ça. Est-ce qu'il y a des qualités qui sont plus utiles que d'autres dans le travail d'écriture ? Je pense qu'il faut être rigoureux et ne jamais lâcher. Il faut être patient. Et la patience, c'est intéressant. Il faut être patient, il faut être très patient. Et il faut savoir lâcher aussi. C'est-à-dire, même si tu as produit 14 pages, si ces pages-là ne servent pas à l'histoire, il faut savoir les enlever, même si tu les aimes beaucoup. Donc il faut savoir jeter, quoi. Il faut savoir jeter, mais quelque part, c'est jamais vraiment jeté, parce que ça t'a permis à... Ça te resserre pour un autre projet Pas forcément, mais en tout cas, toi, ça t'a permis d'avancer d'une certaine façon, mais... il faut pas à tout prix tout garder, il faut pas retenir, quoi. Je pense qu'il faut savoir lâcher, ouais. Tu penses quoi de la notion de génie créateur ? Cette énorme notion. Non, je crois qu'il y a que des gens qui osent et qui travaillent et qui reviennent sur l'ouvrage et qui surtout peut-être. Je sais pas s'il y a un génie créateur, mais je crois qu'il y a des gens qui entendent des commentaires et des critiques et qui savent retenir celles qui peuvent être pertinentes et ne pas écouter celles qui ne le sont pas. C'est savoir se protéger, en somme. Se protéger en écoutant aussi des critiques sur ton texte qui peuvent être réelles, tu vois. Il n'y a pas que des critiques négatives. Et du coup, entre le talent et le génie, le travail, le talent et le génie, moi, je crois, toi, tu penses au travail. J'ai l'impression d'être la représentante des Républicains, mais
Je crois Ah vraiment. merde. Non, mais je suis désolée. Franck, il est super mal en régie. Je suis Désolée, atterrée Franck. moi-même de dire ça, mais je crois au travail et je crois que quand même, non, au fond, je sais pas si c'est le génie, mais c'est l'assurance de croire que tu as quelque chose à dire au monde. Tout simplement. Et je sais pas si c'est ça le génie, mais en tout cas, c'est essayer d'être suffisamment sûr de toi pour tenir jusqu'au bout et trouver un moyen de le dire. Que ce soit par l'écrit, par n'importe quelle forme d'art ou de ton rapport au monde public, mais quand tu as un truc à dire au monde, tu mets tout en œuvre pour que ça atteigne le plus de gens. C'est ça, ouais. Est-ce que tu connais l'angoisse de la page blanche? Bien sûr. Et comment tu fais pour conjurer cette angoisse? Alors, moi, j'ai une routine de travail, c'est-à-dire que même si quand je suis en période d'écriture, je reste au moins 2 heures devant mon ordinateur, même s'il n'y a rien qui vient. Je reste et Mais tu fais quoi? J'attends que ça vienne, je travaille, je fais des phrases, je les enlève, mais je n'abandonne pas. Ouais, parce que tu pourrais te dire, aujourd'hui ça marche pas. Ouais, mais dans ces cas-là, si tu fais ça, en fait, ça vient rarement comme un éclair de génie, justement. Ça vient parce que tu fais une phrase qui te plaît pas, puis tout d'un coup tu vas la changer, puis tu en fais une autre, et puis une autre, et puis au fur et à mesure, finalement, c'est ça qui aboutit à quelque chose d'intéressant. Mais si au bout de 10 minutes, tu dis, il n'y a rien qui vient aujourd'hui, je vais boire un coup, ou je vais faire un tour, tu ne fais rien. Donc j'ai un rapport peut-être très protestant. Merde, les Begin reparlent dans ton premier livre, La femme porte un fusil, ton deuxième. C'est-à-dire qu'il faut s'astreindre à quelque chose de très rigoureux, quoi. Et puis si au bout de 2 heures, vraiment, ça vient pas, ce qui m'étonne, parce qu'en général, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui arrive. Là, vraiment, j'arrête, mais Faut pas être maso non plus. Non, faut pas être maso, mais je m'astreins quand même à une forme de routine assez rigoureuse, ouais. Est-ce que tu te nourris de quelque chose en particulier au quotidien pour créer? Donc, à part des barres chocolatées, mais les nourritures spirituelles, je parle. Ou intellectuelles, en tout cas. Je lis beaucoup avant d'écrire. J'aime bien écrire pour faire émerger un sujet ou un contexte ou un moment de l'histoire qui m'intéresse. Et donc, par exemple, là, tu parlais des Begin. J'ai beaucoup lu sur les Begin. Là, tu parles de Femme portant un fusil, qui est mon deuxième roman. Par exemple, j'ai lu énormément de choses sur tous les groupes qui peuvent faire sécession dans l'histoire. Tu vois, ça va des Begin aux zadistes. Et donc, j'ai lu énormément. Les Begin, réexplique un petit peu ce que c'était. Les Begin, ce sont des femmes qui ont décidé de vivre en dehors du mariage ou de la religion. Ça a commencé au Moyen-Âge et ça a duré à peu près 1000 ans un peu partout en Europe. Et ce sont des femmes qui investissaient une maison puis une autre, et puis petit à petit ça devenait presque des quartiers dans des villes. C'était clos de murs et les hommes n'avaient pas le droit d'entrer. Comme à Amsterdam, je crois. Ouais. Ou à Bruxelles. Et il y en avait un peu partout en Europe. Et ce qui m'a intéressé, par exemple, quand j'ai découvert cette histoire-là, j'étais par hasard pour le boulot, j'étais en Belgique. J'ai découvert un béguinage et 1000 fois j'ai posé la question. Enfin, je me souviens d'avoir visité ce béguinage et d'avoir posé la question à la personne qui faisait visiter en disant, mais attendez, ça veut dire qu'il y avait que des femmes qui vivaient là et elles n'étaient ni mariées ni religieuses. Et elle me disait, bah non, c'était juste hyper dissident. Hyper dissident. Et donc, et quand j'ai appris que c'était au Moyen-Âge, tout d'un coup, ça m'a changé mon rapport au Moyen-Âge en me disant que c'était peut-être un petit peu plus moderne que ce que je pouvais penser. Et qu'il y avait toute une partie de l'histoire des femmes qui n'était pas parvenue jusqu'à nous. Et donc, ça m'a intéressée. Donc, par exemple, là, typiquement, j'ai lu ce que je pouvais trouver sur les Begin et plus largement tous les groupes de femmes qui pouvaient faire sécession, ce qui allait aussi jusqu'au groupe de lesbiennes de l'Oregon des années 70-80. Dont il est question dans le livre. Dont il est question aussi dans le livre, ouais. Comment s'est fondé ton imaginaire et quelles sont les choses et les artistes ou les auteurs qui t'inspirent ou que tu admires? Mais admire, serait un peu donc émettre un jugement. Je sais pas, j'ai peut-être une première personne qui vient, mais j'étais adolescente, je me souviens d'être tombée complètement en amour avec la voix de Janis Joplin. On te comprend. Et
Et j'écoutais et je comprenais pas ce qui me touchait plus chez elle que chez d'autres groupes que je pouvais écouter. Et j'ai compris tardivement que ce qui me plaisait aussi, c'est que ce soit une femme. Mais j'ai mis du temps à comprendre que c'était ça aussi qui me plaisait. Et quelle femme ? Et quelle femme, ouais. Et après, je me souviens avoir bataillé pour trouver des livres sur elle qui n'existaient pas encore en France. Donc je les avais commandés. C'était tout un truc. Fallait les faire venir des États-Unis, de l'Angleterre et tout ça. C'était en quelle année ? C'était les années 90. Le Moyen-Âge pour certains de nos auditeurs, enfin j'espère. Tu vois, il n'y avait pas Internet, il fallait aller à la FNAC et faire des commandes. Enfin, c'était très complexe, quoi, quand même. Comme entreprise. Un autre temps. À la bibliothèque et tout ça. Et donc, quand j'ai eu un livre sur Janis Joplin, ce que j'avais considéré comme étant le Saint Graal, quand même, que j'avais réussi à avoir au bout de mois et de mois d'expédition pour le trouver, qui était écrit en anglais, donc je l'avais bien lu, et c'est la première fois que je lisais. J'étais ado. C'est la place des femmes justement dans le monde du rock, et c'est comme ça que j'ai commencé à te poser la question, la place des femmes ailleurs dans le monde. Plus généralement, voilà, c'est grâce à Janis Joplin. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu cherches à provoquer chez ton lecteur ? Qu'aimerais-tu qu'il ressente quand il te lit ? Alors, elle est intéressante ta question, parce que je ne sais pas si vraiment je pense au lecteur ou à la lectrice qui me lit quand j'écris. J'ai un rapport peut-être un peu égoïste à l'écriture où je pense déjà à moi. Et est-ce que moi, ça me plaît ce que j'écris déjà ? Et est-ce que ça me provoque quelque chose qui me plaît ? Est-ce que le rythme me plaît ? Est-ce que l'accumulation des phrases, est-ce que le vocabulaire utilisé me plaît ? Est-ce que moi déjà ça me plaît ? J'ai pas une visée plus large que ça au départ. Après, si ça plaît, je suis très heureuse. Mais je n'écris pas avec une visée particulière où j'ai pas un lecteur type en tête ou une lectrice type en tête. Commercial, en tout cas. Pas du tout. Non, j'écris d'abord pour moi. C'est ce qui fait la littérature, au sens propre. Ta plus grande fierté ? Une réalisation dont tu es fière ? Je suis fière d'être éditée. J'ai mis 20 ans à être éditée, donc je suis très très fière d'être... Ouais, t'as un parcours du combattant derrière toi, c'est ça que t'es en train de dire. Ouais, je trouvais ça extrêmement difficile. J'avais pas d'entre-gens, ni d'entre-jambes. Pardon. Pas d'entre-gens, en tout cas. Et ni d'entre-jambes. Non, tu vois, c'est très difficile pour y arriver. J'adore ce jeu de mots. Ami auditoriste, notez-le. Je suis désolée. Et c'est difficile d'arriver dans ce milieu quand même et de se faire connaître et de se faire éditer et d'arriver à se faire éditer pour un deuxième et un truc. Enfin, je veux dire, c'est un parcours de fou quand tu ne connais personne. Moi, je suis arrivée, je ne connaissais personne. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, j'avais aucune idée de rien. Donc, j'ai envoyé par la poste. Enfin, j'ai vraiment commencé en envoyant par la poste et en auto-édition. Je crois que c'est avec toi que j'en avais discuté, parce qu'on se connaît un petit peu d'avant, d'une autre vie professionnelle. Il me semble que tu m'avais dit que tu avais eu pas mal de lettres de refus. Beaucoup, oui. Ouais. Et tu les gardes ? Alors, je les ai gardées longtemps, et puis à un moment donné, je les ai brûlées. Dans un feu de joie. Dans un feu de joie, parce que je trouvais que... Je sais pas pourquoi je me suis fait une espèce de... J'avais l'impression que cette mauvaise énergie vomissait de mon tiroir. Comme Franck est mort de rien. Mais comme la peau de loup dans ton livre. Mais je ne spoilerai pas. Mais il y a une histoire de peau de loup qu'on brûle. Parce que c'est un truc catharsis, un peu, tu vois, cathartique. Ouais, et pourtant, je les ai gardés peut-être pendant 15 ans, enfin, tu vois. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je garde cette espèce de truc négatif très, très... très mauvais, et donc j'ai brûlé, j'ai déchiré, enfin j'ai vraiment fait un truc où très, un feu de joie, un feu de joie. Complètement. Du coup, j'ai plus de preuves de savoir qui m'a refusé maintenant, parce que j'ai tout flambé. C'est pas grave, t'as pardonné. Maintenant, tout est pardonné. Ton échec le plus constructif ? Bah du coup ça. Oui. Parce que tous les échecs sont constructifs. Tous les échecs sont constructifs. Enfin, je pense qu'on a un rapport à l'échec un peu chiant et que en fait, on devrait pas s'effondrer à chaque fois qu'on rate et qu'on devrait très français, ça. Prendre ça comme une possibilité d'apprentissage. J'ai l'impression d'être une pub dans le métro pour Academia. Toi aussi, tu peux réussir. Oui, tu es nulle en anglais, ça fait 25 ans que tu essaies d'apprendre l'anglais. Écoute, Sophie Moiturier. Mais en fait, on a un rapport à l'échec et à la faute qui est épouvantable.
Et c'est quelque chose qui m'intéresse d'autant plus que je suis prof. Et par exemple, je trouve ça hallucinant d'entourer en rouge, de souligner les fautes en rouge, ou de dire tu as raté là, enfin tu vois. Donc moi-même, dans ma vie quotidienne, j'essaie d'avoir un autre rapport à l'erreur. Donc je suis obligée de me l'appliquer aussi, sinon c'est compliqué. Mais c'est pas toujours facile. Parce que parfois, l'échec vient te toucher quand même dans ta faille personnelle. C'est une blessure narcissique, c'est compliqué, tu vois. D'autant plus quand on est autrice et quand on est créatrice. Avant de poursuivre cet échange, on marque une première pause musicale avec le premier morceau que tu as choisi, Sophie, qui s'appelle Wuthering Heights de la grande Kate Bush. Radio Ems, l'essentiel de la musique. Windy moors, we'd roll and fall in green. You had a temper like my jealousy, too hard, too greedy. How could you leave me when I needed to possess you? I hated you, I loved you too. Bad dreams in the night. You told me I was going to lose the fight. Leave behind my walking through the high seas. It's me, I can't be, I come home. I'm so cold, let me alone. Please, it's me, I can't be, I come home. I'm so cold, let me alone. It gets dark, it gets lonely on the other side from you. I'm lost, lost without you. Coming back now, cool evening, my one dream, I only master. Too long alone in the night. Coming back to his side to goodbye. Coming home to walking through the high seas. It's me, I can't leave, come home. I'm so cold, let me alone. Please, it's me, I can't leave, come home. I'm so cold, let me alone. Let me have it, let me grab your soul away. Let me have it, let me grab your soul away. It's Sophie, on est en train de triper sur Kate Bush. Pourquoi ce titre ? Parce que c'est une chanson que j'adore. C'est une chanson qui est centrale dans mon deuxième roman, Femme portant un fusil. C'est vrai. Et qui m'a beaucoup inspirée pendant l'écriture du livre. Mais je ne vais pas dire pourquoi, si jamais les lecteurs, il ne faut pas spoiler non plus. Et j'ai un souvenir très précis d'avoir découvert cette chanson. Pareil, je sais pas, je devais avoir une quinzaine d'années et on m'avait offert une cassette qui s'appelait Les années 70, les années pop, et c'était plein de
À l'époque, il y avait les cassettes. Après, il y a les CD compiles, années 90. Bref, et j'ai avec plein de titres qui étaient des hits de l'époque et tout ça, et je suis tombée sur cette musique. Et je me souviens très bien, j'étais à Toulouse à l'époque, je vivais à Toulouse, et je marchais sur un pont, et tout d'un coup, les premières notes sont arrivées dans mes oreilles sur mon Walkman, là. Et je trouvais que tout d'un coup, le monde se teintait d'une... C'est dingue, t'as un souvenir hyper très précis, ouais. Et tout d'un coup, la vie a changé avec ces notes de musique dans mes oreilles sur ce pont toulousain, voilà. C'est beau. Et depuis, j'ai adoré Kate Bush depuis mes 15 ans jusqu'à maintenant. Elle a fait des super morceaux. C'est une artiste géniale. Eh ben merci Sophie, et puis on va enchaîner sur la deuxième partie. Alors, on continue avec une séquence qui me tient à cœur, ça c'est celle des origines, pour savoir s'il existe un instant zéro à la vocation d'un artiste ou d'un écrivain. Tu écris « Au matin, j'étais heureuse de me réveiller vivante. Quelque chose devait mourir, mais pas moi. Une partie de moi peut-être, ou cette autre qui ne voulait pas tout comprendre, ou qui comprenait trop parfois. Il fallait lui laisser la place, me délester et regarder mes souvenirs de plus haut, comme un cosmonaute qui regarde pour la première fois la Terre, sur laquelle il a marché toute sa vie. Cet autre, c'est l'enfant qui sommeille en nous, celui qui sait des choses que l'adulte a oubliées. Point d'interrogation. C'est à la fois l'enfant qui est en nous, effectivement, que l'adulte a oublié, mais ça peut être aussi ton double rêvé. Ok. Celui qui sait des choses que... Ton inconscient, celui qui sait des choses que tu ne veux pas entendre. Donc, version psychanalyse un peu. Un peu des deux. Un peu des deux. Que t'as envie. Je force à rien. On parle souvent d'un déclic chez l'artiste, d'une rencontre dans l'enfance, que ce soit dans la famille ou parmi les amis. Y a-t-il une rencontre décisive, une figure inspirante qui ait conditionné le fait que tu t'exprimes par l'écriture? Je sais pas s'il y a eu une rencontre de quelqu'un en particulier. J'ai une enfance où j'ai l'impression d'avoir été plutôt seule. Pour moi... j'ai plus eu envie d'écrire en lisant. Par exemple, je me souviens avoir réécrit, je venais de lire Les 4 filles du Docteur March et je me suis mise à réécrire Les 4 filles du Docteur March mais en pensant que j'avais inventé une toute nouvelle histoire. Mais je ne faisais qu'un plagiat génial. Je sais pas, je devais avoir une dizaine d'années. Et j'ai eu envie d'écrire en lisant. Enfin, il me semble que c'est comme ça. Et si quand même, il y a des... C'est marrant là, parce que pour une rencontre, il y a quelques semaines, là, avec Babelio, on m'a demandé quels étaient les livres qui avaient changé ta vie, etc. Je sais pas s'il y a des livres qui ont changé ma vie, mais en tout cas, j'ai un souvenir très précis aussi d'avoir lu Valérie Valère, Le pavillon des enfants fous. Et je me suis dit, tiens, si cette fille écrit des choses que je n'avais pas l'habitude de lire ailleurs, ça veut dire que peut-être que ce que j'ai à dire peut être dans un objet livre comme je suis en train de le lire là de quelqu'un d'autre. En fait, ça a fait pas exposer tes barrières, mais en tout cas, tout était possible. Ouais, mais en fait, effectivement, c'est pour ça que c'est important d'avoir des modèles et d'avoir une incarnation d'autres choses que ce qu'on a l'habitude de voir, parce que je pense que ça peut créer des vocations, et en tout cas, c'est comme ça que c'est venu, oui. Ils faisaient quoi tes parents? On peut parler d'autre chose. Ok, joker sur cette question. Parce que justement, quelle était ta première émotion créatrice marquante? Un choc esthétique, un souvenir? Parce que souvent, ça vient de quelqu'un qui a incarné pour toi une référence ou un truc que t'admires. Donc là, tu m'as parlé de Janis Joplin. Mais ça peut arriver aussi de quelqu'un de ta famille que t'as fréquenté, ou un ami, ou une amie plus tard dans ta vie, dans ton enfance, ton adolescence. Par rapport à la façon de créer? Ouais. Non, moi je faisais beaucoup de danse quand j'étais gamine, et c'était de voir mes professeurs de danse qui ensuite organisaient des spectacles et qui se lançaient dans un projet comme ça sur une année où il fallait, enfin je sais pas, il y a quelque chose avec la danse moi qui m'a beaucoup plu, où je me suis sentie pouvoir appartenir à une corporation qui pouvait créer quelque chose pour en présenter, enfin tu vois, donc je trouve que c'est quand même très important, même toutes ces initiatives associatives, etc., qui sont autour de la création, parce que ça permet, enfin en tout cas moi c'est là où j'ai perçu que je pouvais éventuellement oui, c'est des modèles. C'est des modèles complètement, c'est voilà, ouais.
Mais ça venait pas forcément de ma famille à moi. C'était vraiment dans des lectures que je pouvais avoir ou dans des activités que j'avais à l'extérieur, parce qu'il y a personne qui crée vraiment autour de moi. Autour de toi. Non. Quand est-ce que tu as commencé à écrire ? Très tôt. J'ai toujours écrit, en fait, mais c'était pas très intéressant ce que j'écrivais au départ. Hein. Mais j'ai toujours écrit. C'est quelque chose qui m'a jamais quitté. Après, je l'ai pas dit tout de suite que j'écrivais, parce que j'avais l'impression que ça n'était pas valable. Et je l'ai gardé longtemps, ça, le fait que j'avais une sorte que je transgressais ou que j'investissais un domaine qui ne pouvait pas être le mien parce que je sais pas, j'ai toujours l'impression que j'ai pas assez lu, je suis pas assez intelligente, j'ai pas assez de choses à dire au monde. Syndrome d'imposteur, ça touche beaucoup de femmes et même certains hommes. Complètement. Mais j'ai toujours eu le souvenir d'avoir écrit, que ce soit sous la forme d'un journal intime ou de petites histoires ou de choses que j'ai répliquées, copiées-collées, etc. C'est une pratique qui m'a jamais quittée, ouais. Comment s'est forgé ton imaginaire ? Parce que tu écris, je notais mes rêves tant que je pouvais, avec les dates, les lieux, les gens. L'activité me paraissait vaine, pourtant j'aimais cette course avant l'oubli que je gagnais rarement. Et puis tu écris, j'avais lu quelque part que nous étions toutes les personnes dont nous rêvons et ça m'allait. Est-ce que tes rêves sont une source d'inspiration ? Tu les notes comme ton personnage ? Je les ai notés pendant l'écriture de ce livre, en tout cas Notre part féroce, tous les rêves qui sont présents dans le récit et qui structurent le récit sont mes vrais rêves, en fait, que je faisais au fur et à mesure de l'écriture. Après, je pense avoir toujours eu une activité d'imagination intense. C'est-à-dire que je fais souvent des rêves éveillés. Je me suis toujours fait un peu... reprendre en cours parce que je rêvassais. Je suis toujours un peu je n'ai pas l'impression d'être complètement dans le réel, même dans ma vie de tous les jours. J'ai l'impression d'être toujours un peu ailleurs et que cet ailleurs me protège et c'est là où je peux être et explorer en tout cas une partie de moi que je préfère et qui n'est pas celle que je suis dans le monde réel. Ok, il y a un petit dédoublement de personnalité, mademoiselle. Ça fera 80 €. C'est pas un dédoublement, c'est juste une façon d'être un peu différente au monde. Tout à fait, tout à fait. Dans Notre part féroce, il est beaucoup question des origines, de la filiation, de l'amour filial et plus particulièrement de la relation mère-fille. Tu écris, d'ailleurs, comment les autres s'aimaient-elles entre elles et de quelle façon devait-on aimer sa mère ? Je n'avais vraiment jamais compris cet amour en réalité. Les autres non plus du reste, notamment ceux qui relevaient plus largement de l'attachement. C'est aussi là une allusion à la maternité, à l'aliénation versus liberté, dans le statut d'animal sauvage quand tu parles du loup, comme si la femme devait forcément passer par une aliénation pour se libérer. Donc il y a ce rapport à la maternité qui est assez complexe dans la relation mère-fille que tu développes. Dans le livre ? Ouais. Oui, parce que c'est le lot de l'injonction faite aux femmes, en fait, sur une femme doit faire des enfants, je veux dire, c'est quand même ce qui est très structurant dans cette, en tout cas dans la vie des femmes. Donc c'est aussi ce qui m'est arrivé. Et donc j'ai essayé de comprendre dans quelle mesure ça m'avait affecté moi et comment je peux essayer de pas de m'en sortir, mais oui, si, quelque part, c'est-à-dire d'aller ailleurs que dans ce rôle établi éternel. Et là, il faut absolument que je lise le passage. Il me reste 1 minute sur cette séquence, Franck. Mais je transgresse. On est là pour transgresser. Bah, bien sûr. Tu m'as fait jaillir les larmes quand tu écris et je me dois de partager avec vous ce très beau passage. Sur le chemin qui nous menait à notre chalet, je me souviens de m'être concentrée de toutes mes forces pour retrouver quelques moments de bonheur. Ils existaient bien quelque part. En progressant sur le sentier à ses côtés, elle m'a tendu la main, je l'ai prise et une image m'est venue. Je marchais avec maman dans la rue, ça devait être en décembre, j'étais petite. Elle me tenait la main comme à ce moment précis. J'aimais bien parce qu'elle me tapotait le dessus de la paume avec son petit doigt. Je lui avais dit que j'avais froid et pour me réchauffer, elle m'avait enveloppée dans son manteau de fourrure imprégné de son parfum mêlé à celui de la naphtaline. Je m'étais blottie contre elle, sous le manteau en calant mes pas sur les siens. Je me sentais protégée des gens et du mauvais temps, et si on m'avait demandé de faire un vœu, alors j'aurais sans doute émis celui de rester ici, au chaud et pour toujours. Je suis hyper émue, parce que c'est le plus beau texte sur la relation mère-fille que j'ai lu depuis longtemps.
C'est gentil. Donc merci Sophie. Et ça en dit long sur la difficulté à tisser une relation filiale mère-fille pérenne, malgré sa force et en dépit des liens extrêmement forts entre une mère et sa fille. Et en fait, pour moi, ça dit énormément de choses sur cette difficulté d'être mère, et je te remercie pour ce passage. Et puis, je vais passer la suite. Allez, Franck. Alors, oui. Je vais m'en remettre. On va passer à la dernière partie de l'émission, et ça arrive trop vite. C'est la question de l'identité du créateur. C'est quoi être créateur ou écrivaine et se définir comme tel par rapport aux autres? C'est un peu complexe parce que il est question d'identité. Oui. De comment tu te places face aux autres. Dans ton œuvre, il est beaucoup question de féminisme. Tu parles du loup et de l'homme, de la guerre que l'homme super-prédateur mène sur un autre super-prédateur qui est le loup. Et tu parles aussi de l'homme, loup pour l'homme et surtout pour la femme. Quand tu cites un trend sur TikTok, tu me fais... C'est hyper moderne, ce livre. Imaginez que vous soyez seul en pleine forêt. Préférez-vous croiser la route d'un homme ou celle d'un ours? Sans beaucoup de surprise, la plupart des femmes préfèrent croiser l'ours parce qu'elles savent à quoi s'en tenir. L'ours me tuera alors que l'homme va me violer ou me torturer avant. Ou en ironisant, si tu te fais attaquer par un ours, au moins on te croira, dis donc. Ce rapport de domination homme-animal, et plus précisément homme-femme, est un sujet qui sous-tend tous tes textes. Tu parles à un moment de violence envers le genre féminin comme intemporel, protéiforme, et des légendes de dames blanches établies sur un amas de violences faites aux femmes et restées impunies. D'où vient cette prise de position, cette pensée féministe très affirmée et revendiquée? Elle vient de ma position située du fait que je suis une femme et que je vis le monde comme une femme. Donc je vis les violences, je les vois, je les ai vécues, je les entends. Et donc, il me semble... Enfin, c'est toujours étonnant cette question, parce qu'elle revient souvent, Parce que la société te repose cette question tout le temps. Oui, mais c'est comme si... je veux dire, j'écris de mon point de vue de femme, et j'écris ce que j'ai à dire en tant que femme sur un monde où moi, je vois les violences. Je te dis, je les entends, je les vois, elles sont autour de nous, et je trouve normal de les intégrer dans une proposition narrative artistique, même si elle peut être aussi fantastique comme là avec Notre part féroce, où effectivement il est question de une femme, sa mère, qui est complètement dépressive et déprimée, et elle va se rendre compte peut-être qu'au bout d'un moment, cette mère qu'elle a toujours vue recluse, dormir et apathique, peut-être que elle serait, ça on peut le dire, je pense, elle se rend compte petit à petit qu'elle a peut-être quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre serait en elle, et pourquoi pas serait-elle un loup-garou? Et c'est là on glisse un peu vers le fantastique. Et même sur une proposition un peu fantastique, il me semble que c'est aussi intéressant d'aller dans cette, de changer de genre pour mieux parler du réel lorsqu'il est extrêmement violent. Et que c'est vrai que ça revient dans tous mes romans, parce qu'il me semble que les femmes vivent plusieurs formes de violence, et c'est ces différentes violences qui m'intéressent. Moi, c'est évidemment les violences faites aux femmes, et je trouve ça quand même assez incroyable que le monde s'accorde à dire que les hommes sont violents et pourtant rien ne change. Je veux dire, voilà. Rien n'est fait vraiment pour pouvoir lutter contre cette violence. Donc elle est continuée, elle est perpétrée. Enfin, je veux dire, elle ne s'arrête jamais. Et il y a une deuxième forme de violence, moi, qui m'intéresse aussi, c'est la part violente des femmes, qui est bien souvent déniée et qui est peu connue et reconnue. Et qui est complètement tabou, même pour elle-même. Et donc ce qui m'intéresse moi, c'est cette confrontation des deux violences, c'est-à-dire la violence que les femmes vivent à l'extérieur et la violence qu'elles-mêmes doivent réfréner, et qui n'a pas de place dans cette société, qui n'accepte que la violence des hommes. Et donc que fait-on de la violence des femmes, et comment peuvent-elles être violentes, et que se passe-t-il lorsqu'elles le sont? Tu en parles dans Femmes portant un fusil, et tu en parles là de façon plus décalée ouais. quand tu parles de la figure du loup. Ouais. Et c'est vrai que ça aussi, tu vois, tu me posais la question tout à l'heure, est-ce que à partir de quoi j'écris? Je me nourris beaucoup d'écrits, justement, de
du peu de choses que je trouve sur le sujet, mais il y en a quand même pas mal de travaux qui traitent de tout ça. Et donc je me nourris de ça et ça m'intéresse. Et donc j'ai l'impression d'aiguiser aussi mon regard sur les choses qui m'entourent et sur la façon dont le monde fonctionne mal pour les femmes, parce qu'on se rend pas compte de ce que on va utiliser ce mot, mais de ce que le patriarcat fait aux femmes quand même. C'est quand même assourdissant. Le silence autour de ça. Oui. C'était la suite de ce que je disais. Quand la narratrice parle de sa mère, elle dit que dans l'histoire qu'elle se racontait d'elle, sa mère était de celles qui subissaient leur genre, quand d'autres avaient eu les ressources pour s'en affranchir. J'avais, faute de mieux, politisé son malheur pour lui donner un sens. Maman était une femme et elle n'en avait pas la force. Et ma question c'était, est-ce que la figure du loup-garou, qui est selon les chercheurs et les spécialistes un phénomène qui touche la plus large majorité, c'est les femmes, n'est pas une façon de conjurer les violences qui leur sont faites, et pour toi d'en exposer la forme la plus vraie, de passer par ce biais? Je trouvais intéressant de voir déjà comment la figure du loup-garou pouvait être traitée dans la littérature dédiée depuis le Moyen-Âge, où il était vraiment question du double. Et moi, dès qu'il est question du double, ça m'intéresse. Parce que contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui avec les films très hollywoodiens, le loup-garou, c'est pas une transformation dans les légendes anciennes. C'est un dédoublement. C'est plus un dédoublement. Donc il y a le corps qui reste endormi et puis tu as ton double animal qui va vivre sa vie animale, se venger, tuer, enfin avoir sa part violente. Et donc ça m'intéressait. Et je me suis rendu compte aussi, en lisant plusieurs légendes, que la question du genre affleurait comme ça et était souvent, en lisant certaines légendes sur les loups-garous à travers l'Europe, on avait plus l'impression d'un féminicide ou finalement qui était excusé. Non, mais c'était un loup-garou, donc je l'ai tué pendant la nuit avec voilà. La chasse aux sorcières. C'était un peu la chasse. Voilà, parce que le loup et la sorcière sont des images, enfin sont des mythes qui sont quand même assez proches. Et donc la question genrée, pour moi, je la trouvais intéressante en ce sens où lorsque les hommes étaient des loups-garous, c'était plus une malédiction, et lorsque les femmes l'étaient, c'était plus la question de la punition. Et donc je me suis dit, tiens, je vais jouer aussi avec ces légendes-là, et puis je vais me les approprier, et je vais m'en faire ma part à moi. Je proposais un autre imaginaire aussi dans toute cette cette accumulation de fables. Merci Sophie. On va passer à ton deuxième titre que tu as choisi, s'appelle Cosette de Marina Herlop. Radio Ems. C'est ma radio préférée.
le petit grain. Il y a le petit grain qui continue là. Sophie, c'est un titre complètement planant. Ça me fait penser à Björk. Ouais. Pourquoi ce titre? Parce que je l'adore. J'ai découvert complètement par hasard. Je l'ai découvert complètement par hasard et j'ai adoré son univers et je l'ai écouté intensément cette dernière année là. Et j'ai découvert tous ses albums et Elle est espagnole, c'est ça? Ouais. Et c'est une artiste. Pour moi, ça a été ma révélation de cette dernière année. Marina Herlop, Herlop. Il est temps maintenant de clore ce 10e rendez-vous, mais on va pas clore tout de suite parce que j'ai plein d'autres questions. Par la séquence du questionnaire de Proust, qui est un portrait chinois de notre invité, vous le savez maintenant, introduit par les notes magiques de Lazarus Man. C'est parti. L'entends-tu, le bâton de pluie, Sophie? L'entends-tu? Oui. Est-ce que tu dors beaucoup? Je suis insomniaque. Enfin quelqu'un dans cette émission qui ne dort pas. Parce que les 9 précédents invités, Sophie, étaient des gros dormeurs. Mais genre, non, moi je dors super bien. Ah bon? Et les gars, c'est une émission sur la nuit. Non, je suis insomniaque sévère. Tu me fais trop plaisir. Tu peux pas savoir. Ok, donc tu travailles? Je travaille la nuit. Je travaille le jour, je travaille la nuit. J'ai pas de problème avec la nuit, en fait. C'est toi le loup-garou. Oui, peut-être. Est-ce que, du coup, ma question c'était, écris-tu davantage la nuit ou le jour? Mais en fait, j'écris la nuit et le jour. Enfin, j'écris quand je suis réveillée. Ton rêve récurrent? Mon rêve récurrent, c'est que je suis dans une ville dans laquelle j'ai vécu. Mais ce rêve, d'ailleurs, je l'ai mis dans notre part féroce. Je suis dans une ville dans laquelle j'ai vécu en Allemagne et je cherche une rue que j'aimais bien, mais je ne la retrouve pas et je découvre d'autres rues. Et je me dis, mais je ne comprends pas pourquoi je n'avais pas vu cette rue avant. Et je suis très heureuse d'être là et je vois qu'il y a... Non, c'est un rêve, ça n'a pas de sens. Et je tourne dans les rues dans lesquelles je veux revenir et je ne les retrouve pas, mais j'en trouve d'autres que j'aime et je me dis que je suis heureuse d'être là et en même temps il faut que je parte et je ne trouve pas l'arrêt de bus. Voilà. Ok. Problème avec la RATP. Si vous nous écoutez. Voilà. Ton pire cauchemar? J'ai pas de cauchemar. Tu fais pas de cauchemar? Non, je fais des rêves de poursuite parfois, des trucs très très angoissants où il faut que... Mais c'est assez rare. C'est assez rare. Un rêve devenu réalité? Pour moi, c'est d'écrire. D'être publié. D'être publié, ouais. Et d'avoir une éditrice qui me fait confiance. Marie-Eugène, si tu nous écoutes, on t'embrasse. J'espère que tu nous écoutes. Ta plus grande insomnie? Toutes les nuits. Je suis hyper insomniaque, donc en fait, je n'ai pas de... Pour ceux qui sont insomniaques et qui s'inquiètent, j'ai un petit tip, c'est-à-dire ne vous inquiétez pas, si vous ne dormez pas, vous ne dormez pas, et ça n'est pas grave. Il y a des petits cachets, sinon? Non, je prends pas de cachet, moi. Tu prends pas? Non, j'en profite. Non, je me dis, demain, c'est pas grave si je suis fatiguée, j'ai pas de bus à conduire avec 40 enfants dedans de Paris à Marseille, tu vois. Donc c'est pas grave si j'arrive fatiguée quelque part, ça n'est pas grave, je vais pas causer de problèmes particuliers. Voilà. La nuit porte-t-elle conseil? Ça dépend. Ça dépend quelle nuit tu passes. Ça dépend quelle nuit tu passes. Non, je suis pas d'accord avec ça. La nuit porte pas conseil. Non, la nuit est plutôt angoissante pour moi. Donc les plus grosses décisions, tu les prends pas la nuit? Jamais. Surtout pas. D'ailleurs, mes pires achats sont faits la nuit. Enfin, Non. Jamais. Ou alors au bout de 3 nuits, avoir mûrement réfléchi. Mais non, jamais de grandes décisions la nuit. D'ailleurs, je déconseille quiconque de le faire. Comment résistes-tu au sommeil? Là, du coup, tu résistes parce que tu es insomniaque. Et quels sont tes carburants pour dormir? T'en as pas? Non. En fait, non, mais du coup, quand le sommeil arrive, je l'accueille avec grand plaisir, mais il peut arriver à 4h de l'après-midi ou... Donc, il faut pas avoir un métier... si, je suis prof. Mais si, c'est ce que je dis. Oui. Donc, comment tu fais? Quand je rentre du boulot, je m'écrase sur mon canapé à 6h du soir. Oui. Et du coup, après, je me réveille à 9h et je n'ai plus sommeil. Et tu travailles. Je travaille. Est-ce que tu lis la nuit? Et si oui, quoi? Je lis la nuit, je mange la nuit, j'écoute de la musique la nuit, j'écris la nuit, je fais plein de trucs la nuit, moi. Mais sans musique? T'écris sans musique? Oui, j'écris sans musique, ouais.
Mais du coup, quand j'écoute de la musique, je n'écris pas. Parce que je peux pas faire... ça vient me perturber, en fait. Je peux pas faire deux choses en même temps. C'est compliqué pour moi. Le mot de la nuit, MOT. J'en ai pas. Chut. Je suis désolée. Les mots de la nuit, MAUX. Non plus. J'ai pas de mots la nuit. Je suis désolée. Pourtant, Inspiration. Travail, peut-être, tu vois. Écrire, tu vois. Ouvre ton ordi, travaille. Si t'as que ça à faire la nuit, tu vois. Super bonne réponse. La musique de la nuit, quand t'écoutes de la musique, c'est quoi ? La nuit, j'aime bien écouter des musiques qui n'ont pas de paroles. Donc, j'écoute souvent de la musique classique la nuit. Tu vois ? J'espère que tes voisins aiment la musique classique. Non, mais je l'écoute dans mon casque. C'est bien. Tu es une bonne voisine, Sophie. Je suis une très, très bonne voisine. Ouais. C'est bien. C'est quoi ta Madeleine de Proust à toi ? Le Saint-Ol. What ? Le Saint-Ol, personne connaît le Saint-Ol ? Si, bah, c'est quand t'as des mots, justement. Ou... Ouais, parce que mes grands-parents mettaient du Saint-Ol partout dès que t'avais... L'odeur est forte. Ouais, ils se faisaient des bains de bouche au Saint-Ol, ils s'en mettaient quand ils se cognaient, dès que t'avais un bobo, ils te mettaient du Saint-Ol. Donc moi, quand je sens le Saint-Ol, je repars en enfance systématiquement. Illico, et j'embrasse mes grands-parents. Ouais. Ok. Et du coup, on va repartir, comme j'ai un peu de temps. J'ai encore un petit peu de temps, 5 minutes. On va repartir sur le questionnaire précédent sur l'identité. Est-ce qu'on crée pour soi ou pour les autres ? Soi. Ouais, c'est ce que dans le rapport au regard de l'autre, c'est ce que tu disais quand tu disais, moi, je crée d'abord pour moi. Je veux être satisfaite de ce que j'écris d'abord moi. Oui. Je pense qu'il faut s'affranchir du regard de l'autre si tu veux faire quelque chose, si tu veux créer. Qu'est-ce qu'on cherche quand on crée ? Le succès, l'éternité, à se réparer ? Se parler à soi déjà. Et peut-être comprendre ce qu'on a au fond de soi, et après éventuellement on cherche une validation extérieure, mais c'est hyper dangereux parce que c'est toujours décevant. Donc il faut faire attention avec ça, justement. Est-ce que tu risques de t'y perdre ? Complètement. Et je pense que si tu cherches une validation constante et si tu cherches à créer pour l'autre, tu fais plus rien d'intéressant. Il faut se mettre en danger, en fait. Je sais pas si c'est en danger, mais en tout cas, il faut accepter le danger de s'ouvrir à soi, tu vois, de se laisser porter par ce que tu as à dire sans s'auto-censurer. Qu'est-ce que t'apporte l'acte de créer au quotidien ? Et j'imagine qu'il y a une part de méditation, il y a un truc transcendant quand t'écris, quand tu vois pas les heures passer. Je pourrais pas vivre si c'était pas possible. C'est mon seul endroit où je me sens bien. J'aime bien ma vie, c'est pas le problème, mais je me sens réellement exister que quand j'écris, finalement. Et c'est là où j'ai l'impression d'être pleinement entière. Mais le reste m'importe peu, en fait. Je peux m'embrouiller avec 1000 personnes dans la vie réelle, je m'en fiche complètement. Ce qui m'intéresse, c'est quand je rentre chez moi et que j'écris. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'écriture ? Travail. Quoi, comme dirait Britney Spears. Oui. Tiens, Franck, si t'as ce petit gimmick, tu peux nous le donner là, le petit son tout de suite ? Work. Non, pas tout de suite. Un conseil, c'est de se mettre, de n'écouter personne d'autre que toi à un moment donné, et d'ouvrir alors un ordinateur si tu veux écrire, ou prendre un stylo, ou j'en sais rien, ou une guitare si tu crées de la musique, mais de prendre le temps et de te donner le temps de créer. Non ? Si. J'ai l'impression de... Si. Mais non, mais parce que j'ai l'impression d'être... Je pense que les gens attendent toujours une recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle. La recette miracle, c'est de passer, si tu veux créer quelque chose, tu prends ton après-midi, tu prends ta soirée, tu prends ta nuit, et tu le fais. Il y a une légende. Quelle légende ? La légende que tout... là, moi, je travaille dans l'édition, donc je peux le dire, mais que tout le monde transporte, où il faut un petit peu... c'est le génie créateur. Il y a ce truc qui entoure le statut de l'artiste et le statut de l'écrivain, d'ailleurs. Mais que plus je discute avec des écrivains, plus je sais que c'est faux. Que c'est le travail qui c'est le temps que tu te donnes au texte que tu veux créer qui est important.
Si tu t'accordes aucun, tu vois, je veux dire, c'est pas en vain, c'est pas parce que tu vas, enfin, je veux dire, je vois pas comment tu peux pondre un truc d'intéressant si si t'écris un dimanche par mois, tu vois. Enfin, je veux dire, ça marche pas. Quelle est l'influence de ton métier de professeur sur ton écriture? Ou sur ton travail, en tout cas? Aucune. Mon métier de professeur me fatigue. M'empêche d'être inspirée de créer. Me prend beaucoup de temps. Mais non, alors, je sais pas s'il y a une influence, mais en tout cas, ça me permet de vivre. Et donc, je respecte ce que je fais par rapport à ça. Donc, j'essaye de faire ce que je fais bien. Mais c'est vraiment deux parties de moi qui sont très dissociées. La part enseignante et la part il y a peut-être si, ça y est, maintenant qu'on en parle. Je suis enseignante-chercheuse, donc j'aime quand j'ai un sujet que je travaille, j'aime l'approfondir et j'aime comprendre les courants qu'il traverse, etc. Et c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, oui, quand j'ai envie d'amener un contexte ou quelque chose au cœur de mes romans. Là, je vais utiliser mes compétences de recherche pour pouvoir justement me plonger dans un événement, une partie, enfin, une théorie, machin, quelque chose, pour l'amener ensuite. Une discipline, en fait. Oui. Une discipline de lecture et de compréhension des contextes et pour voir ce que je peux en tirer dans mon roman et pour voir comment je peux faire émerger, tu vois, d'une théorie, comment est-ce que je peux le traduire en un personnage qui dirait ça ou quelque chose d'autre et d'essayer de vulgariser quelque part peut-être différents courants avec ensuite une part un peu plus accessible dans une histoire romanesque. On finit sur romanesque, c'est merveilleux. C'était le mot de la fin. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette aventure entre chien et loup. Cette phrase n'a jamais été aussi pertinente que ce soir. Merci à toi, Sophie Pointurier, d'avoir accepté de partager un peu ton intimité. Merci aux magiciens des manettes de Radio Ems, Franck en régie, sans qui cette émission ne saurait voir le jour ni la nuit. Vous pouvez retrouver tous les titres de Sophie en librairie. On se donne rendez-vous le mois prochain autour d'autres personnalités tout aussi inspirantes. Et on se quitte avec le grand Jamie XX et son très beau morceau Dream Night avec la voix du magique Terry Callier. Bisous. I saw a dream last night, bright like a falling star, and the sources of light. I thought I was in flight, out where the planets are, moving between day and night, somewhere between time and space. We shall be free. I saw a dream last night, bright like a falling star, and the sources of light. I thought I was in flight, out where the planets are, moving between day and night, somewhere between time and space.